Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Tahiti Nui Télévision. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Tout de suite, les titres de ce jeudi 20 mars. Pas d'espoir de participation à la Coupe du Monde de football pour Tahiti. L'équipe a perdu cet après-midi face à la Nouvelle-Calédonie 3-0 dans ce match crucial. Mais l'équipe tahitienne n'a pas démérité. Nous reviendrons sur les temps forts avec notre spécialiste Olivier Huc. Nous parlerons également ce soir des violences conjugales et de son traitement judiciaire. Au Fénois, 77% des victimes de violences intrafamiliales sont des femmes. Un véritable fléau dont s'est emparée Gwenola Jolicose, première présidente de la Cour d'appel de Papeete. La magistrate a pris ses fonctions fin janvier. Elle est notre invitée ce soir. Et puis le jeudi, place également à l'actualité de nos sportifs locaux à l'international. Oriano Tefao est parmi nous également. Mais avant d'aborder ces titres, cette bonne nouvelle dans le secteur de l'hôtellerie, l'ancien hôtel Méridien est sur la bonne voie pour rouvrir ses portes d'ici la fin de l'année. Après 5 ans de fermeture, le pays a donné un agrément en défiscalisation pour la rénovation de l'hôtel Tahiti Yaoura Beach Resort. Sur place, les travaux ont débuté à l'abri des regards. Thomas Chabrol, Davidson Bennett. Un nouveau souffle pour le Tahiti Yaoura Beach Resort, ex-méridien pour les plus nostalgiques. L'établissement 4 étoiles racheté par la société Tahiti Lagoon Resort du groupe Moana Nui est en cours de rénovation. Montant des travaux, 1 milliard de francs pour redonner du cachet au complexe. La toiture, la piscine ont subi les assauts du temps. Les bungalows sur pilotis avaient été refaits à neuf en 2019. L'hôtel visait cette année de monter en gamme. Mais depuis la pandémie, les portes sont restées fermées et des bungalows ont été plusieurs fois vandalisés. La remise en état de l'hôtel offre de nouvelles perspectives économiques et sociales. Plusieurs entreprises locales vont intervenir pendant les prochains mois du chantier. La société Tahiti Lagoon Resort envisage de créer 83 emplois directs à temps plein la première année d'exploitation pour arriver ensuite à 121 emplois à temps plein la 6e année d'exploitation. La remise en état de l'hôtel contribuera à diversifier l'offre d'hébergement touristique à Tahiti avec 149 chambres, vue lagon ou jardin. Pas d'espoir donc de participation à la Coupe du Monde de football pour Tahiti. L'équipe a perdu cet après-midi face à la Nouvelle-Calédonie 3-0. Mais l'équipe tahitienne n'a pas démérité dans ce beau duel entre deux territoires d'outre-mer. Cet après-midi, les supporters étaient de sortie pour voir ce match crucial. Un match commenté en direct sur TNTV par notre spécialiste Olivier Huc que nous recevons tout de suite en plateau. Olivier, bonsoir. Bonsoir Sophie. C'est donc la défaite pour Tahiti. Oui, en effet, on a pu voir ce match ensemble en direct sur TNTV. J'étais accompagné d'Aya Bennett de la Fédération tahitienne de football. Malheureusement, même sur le papier, on était à 50-50 en termes de chance. Et bien, c'est en deuxième mi-temps que les Calédoniens ont fait la différence. Je pense qu'on va voir quelques images puisqu'ils ont inscrit 3 buts. Le premier but intervient 6 minutes juste après la reprise de la deuxième mi-temps. Malheureusement, un but de Georges Gopé Fenepej qui va commencer déjà à mettre, on va dire, le moral un peu bas des Tahitiens dans cette deuxième période. Comme en milieu de deuxième mi-temps, il va inscrire un but exceptionnel de 35 à 40 mètres. On va le voir sur ces images. Regarde, un lob d'une quarantaine de mètres qui lobe TAVT à Moto Aito. C'est superbe. On est mené 2-0. Et puis en fin de match, dans les derniers instants, Waya va concrétiser la victoire des Calédoniens qui s'imposent. Ils vont filer en finale et ils joueront contre le vainqueur de Nouvelle-Zélande-Fidji qui sera ce soir sur les plateformes de FIFA+, l'autre demi-finale. Un adversaire redoutable. La Nouvelle-Zélande est le grand favori du tournoi, donc ça sera un gros morceau pour la Calédonie, mais on peut retenir quand même le beau parcours de nos Tahitiens qui auront fait des qualifications jusqu'à ce 3e round. Il y a quelques regrets bien sûr sur ce match que les joueurs pourront revoir, mais c'est l'importance de montrer que notamment le projet de Pro League dont on parlait la semaine dernière dans nos journaux est important pour élever encore plus le niveau de nos joueurs locaux pour atteindre, on va dire, ces qualifications. La prochaine Coupe du Monde sera en 2030 en tout cas.
cas pour Tahiti, pour avoir un espoir. Alors, est-ce que malgré tout, Olivier, il y a des prochaines échéances pour le football local? Le football local revêt plusieurs disciplines et notamment le beach soccer. La prochaine grande échéance, ce sera le beach soccer. Ça sera sur TNTV entre le 1er et le 11 mai. On sera en direct. On aura la chance d'être du côté des Seychelles pour suivre nos Tikitoa qui seront voilà, dans cette Coupe du Monde. Il y aura 2 joueurs qui ont participé à ce match, notamment TAV le gardien et Pahama qui était en défense, qui feront partie de cette équipe des Tikitoa, Sophie. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir accepté de venir ce soir, après avoir commenté plusieurs heures ce match, d'être avec nous sur le plateau de TNTV. Merci encore. C'était il y a 5 ans, jour pour jour, le 20 mars 2020 à minuit. Le confinement était décrété en Polynésie. La Covid-19 qui a bouleversé le monde entier jusqu'au Whenua. L'occasion de se remémorer ce soir ces temps difficiles, mais aussi chargés de résilience. Pour cela, nous vous avons donné la parole dans ce reportage de Liora Bounik et Jeanne Tinoloa. À compter d'aujourd'hui, ce vendredi 20 mars à minuit, nous demandons à la population de la Polynésie française de se mettre en confinement. Comment j'ai vécu ce moment? Mal. J'ai pris mal. J'avais l'impression qu'on avait fait du mal, alors que non. J'ai mal vécu le Covid ici à Tahiti. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée sur mon île Arpa. J'ai pris mes enfants pour ensuite repartir à Arafat. Je préférais être confinée à Arpa que d'être confinée ici sur Tahiti. Il fallait remplir les obligations, aller récupérer tel client, tel malade, déposer à tel endroit, tel endroit. Voilà. Il y avait des horaires aussi à respecter. Et parfois le soir aussi, lorsqu'on allait récupérer certains malades dans le domicile, bon, il y a la maréchaussée qui nous impose aussi les restrictions. Attention de ne pas déposer. On dit, écoutez, c'est un malade qu'on va récupérer. On ne peut pas faire avec. Si ces horaires de ça en traitement maladie nous imposent à 22h, on doit sortir à 22h. Ce n'est pas de notre faute. C'était un peu, comment dire, un peu bizarre de rester vraiment confiné assez longtemps. Hein? Mais je pense que ça nous a apporté beaucoup de choses, de pouvoir éviter de propager l'épidémie. Je pense à ceux qui sont partis pendant cette période-là et puis j'ai beaucoup de pensées pour les familles qui ont perdu des proches et vive la vie, comme on dit. Elle a pris ses fonctions officiellement. Le 31 janvier 2025, Gwenola Jolikoz a été nommée première présidente de la Cour d'appel de Papeete, magistrate au CV impressionnant. Elle a été juge d'instruction à 24 ans, juge aux affaires familiales ou encore secrétaire générale de l'inspection générale de la justice. Connue pour son engagement dans la lutte contre les violences conjugales, Gwenola Jolikoz a également effectué une partie de sa carrière en Outre-mer et nous avons l'occasion de la recevoir sur le plateau de TNTV. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Je l'ai dit, vous avez donc pris vos fonctions il y a un petit peu moins de 2 mois. Cela vous fait quoi d'être aujourd'hui première présidente de la plus petite cour d'appel de Papeete? En réalité, c'est la plus grande cour de d'appel de France. La plus France. petite cour d'appel de France, excusez-moi. Mais en réalité, c'est la plus grande au regard du territoire exceptionnel sur lequel elle étend son ressort. Évidemment, l'intégralité de ces îles polynésiennes qui forment un ressort tout à fait atypique et finalement immense. C'est aussi une réalité pour moi de venir prendre une petite cour d'appel après en avoir dirigé de grandes. Celle de Poitiers précédemment. Exactement, après avoir dirigé la conférence nationale des premiers présidents. Donc c'est vraiment pour moi un choix d'être venu servir l'institution judiciaire sur ce territoire polynésien. Pourquoi ce choix ? Alors parce qu'il y a des enjeux que je trouvais passionnants après plusieurs séjours outre-mer, venir voir en Polynésie ce qu'il y avait à y faire pour servir au mieux les Polynésiens et les Polynésiennes, pour qu'ils aient confiance dans leur institution judiciaire. Et parmi les enjeux les plus importants, bien sûr, les violences conjugales en Polynésie. Je le donnais ce chiffre de 77% de victimes qui sont des femmes. On imagine bien sûr que ce sera votre priorité. Alors je pense qu'effectivement, il nous faut travailler sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, car au Whenua, comme partout dans le monde, en fait, ce sujet est à l'œuvre dans les sociétés et qu'il faut que la Polynésie participe à la conversation mondiale sur ce sujet. Que se passe-t-il entre les hommes et les femmes au sein des foyers? Pourquoi tant de violences sexuelles?
Pourquoi tant d'agressions physiques? Pourquoi tant de féminicides? Et comment est-ce que vous comptez vous attaquer à ce fléau concrètement Alors, ici en Polynésie? Je pense d'abord que, comme partout ailleurs, il faut que nous ayons un vocabulaire commun, des connaissances à partager sur ce grand phénomène mondial de la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc je crois qu'il faut que nous avancions ensemble dans une meilleure connaissance à la fois des chiffres et des analyses que nous pourrions partager pour être des acteurs de terrain plus efficaces et bien sûr au service des Polynésiennes qui déposent plainte, mais aussi des Polynésiens qui doivent comprendre, lorsqu'ils passent dans les prétoires, qu'il faut travailler sur la question de la violence faite aux femmes. Est-ce qu'il y a un projet phare qui vous tient à cœur particulièrement en Polynésie? Alors je pense qu'il faut essayer de mieux comprendre ce qui se passe en Polynésie parce que finalement nous avons pour l'instant peu de chiffres stabilisés, peu de compréhension partagée du phénomène. Donc je crois qu'il faut commencer par cela et puis bien sûr redire à quel point la juridiction de première instance est déjà fortement mobilisée. Car bien sûr déjà beaucoup d'affaires sont traduites devant les tribunaux et les prétoires sont pleines malheureusement d'affaires de violences faites aux femmes. Alors vous avez d'ailleurs déclaré que d'avoir exercé en Outre-mer vous a habitué à cette idée qu'il ne fallait pas calquer la justice métropolitaine, c'est-à-dire? Alors c'est vrai, je pense qu'il ne faut pas arriver outre-mer, mais notamment ici au Fénois, en ayant des idées préconçues. Je pense qu'il faut arriver avec beaucoup d'humilité, qu'il faut écouter ce que les Polynésiennes et les Polynésiens veulent de leur justice, ce qu'ils en attendent. Et comme je l'ai dit lors de mon discours d'installation, je crois beaucoup à un lien de confiance qu'il faut créer entre les citoyens et leur justice. Et ce lien, il passe, à mon avis, par beaucoup d'humanité dans notre façon de traiter les sujets qui nous sont soumis. Alors vous êtes aussi pionnière, entre autres, dans l'usage du mot féminicide dans une enceinte judiciaire, un mot qui ne figure pas dans le code pénal. Pourquoi? Et qu'est-ce que cela changerait s'il était inscrit? Alors je n'ai pas besoin de ce mot dans le code pénal. J'ai tout ce qu'il me faut comme infraction pénale pour sanctionner ces faits. En revanche, le mot féminicide a été un mot nécessaire socialement, sociologiquement et je dirais médiatiquement. Il a d'ailleurs tout changé. Lorsqu'il est arrivé en France, en septembre 2019, lors du Grenelle des violences faites aux femmes, eh bien ce mot, ce terme, le fait que nous ayons désormais une sémantique pour nommer le meurtre des femmes par les hommes, a tout changé. Alors les femmes dans la magistrature sont nombreuses, mais en revanche elles le sont très peu à la tête de magistrature. En Polynésie, vous êtes la première présidente de la Cour d'appel de Papeete en 30 ans. Comment est-ce que vous expliquez cette situation et comment faire évoluer ce chiffre? Alors d'abord, je crois qu'il faut dire que les femmes sont rentrées très très tard dans la magistrature française. 1946, la première femme. Autant vous dire que pendant des siècles et des siècles, la justice n'a été rendue que par des hommes. Et finalement, nous avons moins de 100 ans de présence des femmes dans la magistrature française. Alors à partir de ce constat, c'est-à-dire de la réticence en fait de laisser entrer les femmes dans la magistrature, eh bien depuis, elles sont entrées massivement, notamment au bénéfice de leur réussite exceptionnelle au concours de l'École nationale de la magistrature, et elles ont pris leur place au sein de l'institution judiciaire. D'ailleurs ici, à Papeete, vous avez de la chance, puisque le tribunal de première instance est à la fois présidé par une présidente et en diarchie avec une procureure de la République. Donc finalement, vous avez aujourd'hui des femmes à la tête de l'institution judiciaire en Polynésie. Donc on peut dire qu'il y a de belles avancées aujourd'hui en 2025. Merci beaucoup, Madame la Présidente, d'avoir été notre invitée ce soir. Je vous en prie. 11 jeunes de Papeete ont reçu ce matin leur permis de conduire. Ils ont été financés grâce à l'association Emploi, Formation, Insertion, un précieux sésame pour ces jeunes actifs qui vont pouvoir aborder leur carrière professionnelle plus sereinement. Une opération suivie pour nous par Andy Ebb et Désiré Teivao. Stanislas était en CAE dans une entreprise de jardinage. Obtenir le permis de conduire était une obligation pour lui pour décrocher un CDI et conserver son emploi. C'était presque comme une obligation de réussir le permis pour obtenir mon CDI. Comme au début on n'avait qu'un seul chauffeur, du coup là j'ai obtenu mon permis et je prends maintenant une équipe avec moi. Un permis en poche, c'est une garantie d'avoir accès au marché du travail.
Plus de mobilité, plus d'indépendance, il permet aussi d'assumer des tâches logistiques et d'être un candidat compétitif. C'est le message de l'association Emploi Formation Insertion et son directeur Rodolphe Toutaïri. Je suis tous les jours sollicité par les entreprises. Ce qu'ils veulent, ce sont des employés, mais avec un permis de conduire. Et c'est compliqué. Il y a des manœuvres qui souhaiteraient changer de catégorie. Par exemple, les livreurs de marchandises, il y a le chauffeur et puis après il y a le manœuvre. Et trop souvent, ce sont des gens qui viennent me voir, ils veulent changer de catégorie, ils veulent passer le permis. Et donc pour passer le permis, ils ne seront plus manœuvres, ils sont responsables. S'ils étaient 11 à recevoir le permis de conduire ce matin, au départ, ils étaient 32 à bénéficier d'une aide au financement. Montant total de l'investissement engagé par l'association, 3 millions de francs. Cette opération devrait être reconduite l'année prochaine. Et place au sport, maintenant dans cette édition, toute l'actualité de nos sportifs locaux à l'international. C'est tout de suite dans Théara Sport. Et c'est avec Oriano, bien sûr. Oriano, Yorana. Yorana, Sophie. Alors, direction l'Hexagone, où deux de nos représentants en cyclisme ont brillé. On débute par la victoire de Toanui Tanetoa. Et oui, il a 16 ans, ce jeune homme. Toanui s'est installé en France l'année dernière, où il a rejoint le CREPS de Toulouse, où il suit une filière de sport-études. Il est en internat et un emploi du temps aménagé entre ses cours et ses entraînements au sein du GSC Blagnac Vélosport 31. Le week-end dernier, il a participé à sa première course en ligne intitulée La Française, une course régionale dédiée au U17. Le Polynésien s'est imposé et justement, nous avons pu recueillir son ressenti ce matin depuis sa chambre d'internat. On l'écoute. Il faisait 1 degré au départ de la course. C'était quand même froid, c'est pour ça qu'on était habillé en lent. Du coup, c'est assez bizarre de faire des courses avec beaucoup de vêtements, mais bon. C'était une course de 44 km. Il y avait quelques montées. Du coup, c'était bien pour les punchers et les sprinters parce que ça arrivait en groupe et du coup, c'était pas mal pour eux. Et du coup, c'est arrivé en sprint comme ça et du coup, c'est comme ça que je l'ai gagné. Ce qui était bien, c'est que j'ai eu une bonne équipe qui était souvent devant. Du coup, j'étais pas forcément obligé de rouler derrière. Et du coup, ça m'a permis de bien m'économiser pour le sprint et après faire un bon sprint. Et Toanui a un objectif bien précis pour se préparer. Il nous explique comment il organise son quotidien. On l'écoute. Alors, nous, du coup, au CREPS, on a un emploi du temps aménagé. Du coup, on a cours que le matin, sauf le lundi. Et du coup, ça nous permet de faire notre sport le soir et l'après-midi, toute l'après-midi et le soir. Et du coup, on a énormément de temps pour pratiquer notre sport. Et après, le soir, on a des heures d'études avant de pouvoir aller dormir. Du coup, j'aimerais bien faire cette année un podium au championnat de France route cyclisme et aller chercher un titre sur la piste, France de piste. Et à Saint-Nazaire, maintenant Oriano, le week-end dernier, notre boxeur professionnel Taoutoua Dauphin a décroché sa 4e victoire. Et le parcours sans faute chez les professionnels se poursuit pour Taoutoua Dauphin. Au terme des 6 rounds, il s'impose par décision des juges devant un adversaire chinois. Taoutoua nous raconte son combat. Voilà, dans l'ensemble du combat, ça s'est très bien passé. Il y a une belle opposition, de belles échanges. À plusieurs reprises, on le touche. On pouvait finir avant la limite, mais voilà, c'était un boxeur très solide et très répondant, tenace. Donc du coup, voilà, c'était plus judicieux pour nous de pouvoir se tester sur les 6 reprises, connaître le rythme, l'intensité adaptée pour ces 6 reprises. Donc du coup, on l'a fait, on le connaît maintenant, les 6 reprises. Donc du coup, à nous de travailler sur l'intensité, le bon rythme qu'il faut. Bon, après, on a une préparation assez courte, qui dit courte et très intense, qui nous a emmenés quand même vers la victoire et vers un classement meilleur. Donc nous sommes classés maintenant numéro 11 et on se rapproche de plus en plus de notre objectif qui est les championnats de France. Et on revient chez nous maintenant, dans le Pacifique et plus exactement aux îles Samoa-américaines où une délégation tahitienne participe aux Océaniens de lutte. Et oui Sophie, c'est une délégation composée de 7 personnes avec un coach, 4 combattants et 2 arbitres en formation. Les combats ont commencé aujourd'hui et se poursuivront jusqu'à samedi. Ce matin, 2 Tahitiens sont montés sur le tapis. Veitiro Tsenasek était surclassé en poids chez les moins de 87 kg. Il a disputé 4 combats et on a remporté
été 3. Quant à Ateanoui Mati, chez les moins de 17 ans, 71 kilos, il a remporté son seul combat de la journée. Nos athlètes ont repris la compétition en ce moment même. On les suivra avec attention et on leur souhaite bonne chance pour la suite. Bonne chance, évidemment. Évidemment, et rendez-vous à la semaine prochaine puisqu'on arrive au terme de notre rubrique, Sophie. Jeudi prochain, exactement. Merci beaucoup, Oriano, d'être venu sur le plateau de TNTV. Direction l'Assemblée de Polynésie maintenant, où nos journalistes se préparent avec leurs invités pour un débat en direct juste après ce journal. Le thème nous concerne tous puisqu'il s'agit de la cherté de la vie en Polynésie. Il sera co-présenté en direct par Athéna Milcam que l'on rejoint sans plus attendre. Athéna, comment allez-vous aborder ce sujet d'une grande importance ? Oui, bonsoir Sophie. Alors ce soir, on pose les vraies questions. Pourquoi les prix des produits alimentaires continuent-ils d'augmenter? Qui en profite vraiment? Les grandes surfaces, les importateurs, le gouvernement? Et surtout, comment inverser la tendance et redonner du pouvoir d'achat aux Polynésiens? Réguler les prix, ouvrir davantage le marché à la concurrence ou encore taxer différemment? Autant de pistes qui seront discutées avec nos invités, des élus, des économistes, des commerçants, mais d'autres personnes également. Vous aussi, vous pourrez réagir en direct sur la page Facebook de TNTV. Rendez-vous juste après ce journal en direct depuis l'hémicycle à Papeete. Merci beaucoup Athéna Milcam qui sera donc aux côtés de Vaitiare Nauta pour ce débat. Restez donc avec nous, ce sera en direct de l'Assemblée de Polynésie et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette édition. Au programme ce soir également la série Drop Dead Diva suivie de la retransmission du match France-Croatie en quart de finale de la Ligue des Nations. Demain, Davidson Bennett reprend les commandes des journaux du week-end. Nous, on se revoit lundi. Par avance, je vous souhaite un excellent week-end, très belle soirée à tous et surtout, prenez soin de vous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.